Les manifestations du 22 mars ont été donc les plus suivies depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron. Est-ce que, selon vous, vous pensez que ces mouvements auront des incidences sur les prochaines décisions d'Emmanuel Macron? Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et je ne sais pas comment il analyse la situation. Ce qu'on voit bien, je crois, c'est qu'il y a une inquiétude dans le pays sur la direction générale où nous emmène cette série de réformes. Dans un premier temps, si on prend les réformes une par une, les Français sont plutôt contents d'avoir l'impression d'assister à un mouvement qui débloque des vieux contentieux dont on avait l'impression qu'on ne parviendrait jamais à sortir. Mais à un moment donné, se pose la question du paysage global que toutes ces réformes vont produire. Et c'est là où l'inquiétude monte dans le pays. Je pense qu'Emmanuel Macron, encore une fois, sans prétendre me mettre à sa place, est assez conscient de cette difficulté et qui trouvera le moyen d'y répondre. Qu'il réussisse à y répondre ou pas, c'est une autre question. Et vous pensez que ces mouvements de protestation sont une profonde remise en question du libéralisme ou pas? Je ne crois pas que ce soit une profonde remise en question, je veux dire, du libéralisme. Ce n'est pas forcément une remise en question en profondeur, mais c'est une remise en question qui porte vraiment sur le fond, si je puis dire. C'est quelle société fabrique-t-on avec des mesures libérales qu'on peut approuver pas pour elles-mêmes, parce qu'elles paraissent juste pertinentes, source de plus d'efficacité, mais dont on voit bien qu'elles engagent un problème plus général auquel la faiblesse du libéralisme classique, c'est de ne pas répondre. Le libéralisme propose souvent des mesures ponctuelles en vue de plus d'efficacité, mais il ne répond pas à la question qu'est-ce qu'une société libérale? Et du coup, vous pensez que Emmanuel Macron apporte des réponses de fond ou qu'il est plutôt dans ce que vous dites, des réponses plus ponctuelles? Je crois que son programme, d'ailleurs, est très méthodiquement un effort pour montrer au pays que tous les points sur lesquels les réformes antérieures, depuis 20 ans ou davantage, ont échoué, sont susceptibles d'être débloqués par lui. Au fond, il veut montrer qu'il est celui qui est capable de résoudre les problèmes que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à dominer. Mais du coup, vous pensez que c'est une vision plus en profondeur ou que c'est juste en surface pour dire moi, j'arrive et je suis un médecin urgentiste et pas forcément un médecin qui va soigner des plaies sur du long terme? Je crains qu'il soit surtout un urgentiste, mais vous savez, la loi de la politique aujourd'hui, c'est celle-là. Il est dans, en fait, le projet de long terme, c'est la vision d'un monde dynamique, prospère, efficace. Mais ça, c'est des idées très générales qui ne donnent pas une idée concrète de ce que va être la vie des gens en France dans un horizon plus éloigné. Et c'est là où probablement il est d'abord pris, mais c'est pas. Avant de lui en faire grief, il faut bien mesurer la contrainte qui est celle du temps court dans lequel se situe l'action politique. Sauf s'il fait un deuxième quinquennat. Même si on fait un deuxième quinquennat, 10 ans à l'échelle de l'histoire d'un pays, c'est très court. On le voit bien quand on regarde dans le passé avec tous les dossiers qui sont restés un peu dans les placards depuis des décennies. C'est très court en fait. Et les échéances électorales viennent très vite. Et d'ailleurs, on fêtait le 22 mars dernier, en même temps, hasard du calendrier, je ne sais pas, les 50 ans au jour près du début de la mobilisation étudiante en mai 68. Et je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de mai 68? Mai 68 a été un premier pas de la société française vers l'esprit de liberté générale dont le libéralisme dont on parlait à l'instant se veut l'expression systématique au plan politique. C'est incontestable. En même temps, à l'époque, personne dans les acteurs ne pensait ça. C'est ce qui s'est passé sans que personne ne s'en rende compte, parce qu'à l'inverse, les idées dans l'air étaient plutôt d'ordre révolutionnaire, très classique, et plutôt sur un modèle de société très organisé, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé par la suite. Mais ça, c'est ça l'histoire.
Mais du coup, il reste quoi aujourd'hui de concret Il reste cette même aspiration, je crois qu'elle est toujours extrêmement vivante dans la société, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de mouvements d'émancipation qui ont été entamés à ce moment-là et qui se poursuivent. Les récentes affaires concernant le harcèlement sexuel, les rapports hommes-femmes montrent très bien que c'est encore quelque chose qui n'a pas fini d'épuiser son stock. Et vous pensez que ce serait possible un nouveau mai 68 aujourd'hui ? Non, je ne crois pas pour une raison simple. C'est que dans mai 68, il y avait ces aspirations individuelles que j'évoquais à l'instant, mais il y avait surtout une vision de l'action collective et du mouvement de masse qui dominait tous les esprits et qui a complètement disparu aujourd'hui, sauf poche résiduelle, vraiment très minoritaire. Donc je ne crois plus que ce soit dans cette idée. Il y avait une utopie politique. Il n'y a aucune utopie politique aujourd'hui disponible. Pour que les gens se mobilisent, il faut qu'ils sachent un peu où ils vont. Ils se mobilisent, ou bien ils se mobilisent dans la protestation, mais ce n'était pas un mouvement protestataire, mai 68. C'était un mouvement utopique avec des images d'un futur vague, mais qui était très mobilisatrice pour les gens. Je ne vois rien qui pourrait les mobiliser de cette façon aujourd'hui. Pas même l'écologie, ce qu'on voit avec les nouvelles ZAD. Mais vous voyez bien la différence avec l'écologie. C'est d'abord, c'est pas un mouvement d'abord positif, d'aspiration à une société différente. C'est d'abord un mouvement critique et négatif de défense contre ce qu'on sent être une menace énorme sur la vie, sur la planète en dernier ressort, mais au-delà, la destruction d'un cadre de vie au sens biologique auquel on veut résister. Mais c'est une résistance, ce n'est pas une projection dans le futur en vérité. C'est simplement de survivre dans le futur. C'est déjà beaucoup. Et cette absence d'utopie, vous disiez sur France Culture qu'on était venu dans une société où l'économie est devenue prépondérante. Et est-ce que c'est cette prépondérance de l'économie qui fait qu'il n'y a plus d'utopie aujourd'hui ? Le mode de pensée économique n'est pas porté sur l'utopie. Par définition, c'est on compte, on mesure les résultats et on projette d'une façon raisonnée à un temps relativement court. C'est très prosaïque l'économie par définition, c'est le contraire de l'espérance, du rêve, de la projection dans un idéal dont on ne voit pas très bien les contours. Là, dans l'économie, on veut savoir combien ça va rapporter, dans quel temps, de façon très précise. C'est donc la fin des utopies ? Alors, je crois qu'en tout cas, il y a une incompatibilité entre le mode de raisonnement économique banal que chacun d'entre nous peut pratiquer à sa petite échelle dans son économie domestique et ce qu'est une projection collective de style épique comme on en a connu dans notre histoire. Je crois que ça est derrière nous, en tout cas pour le moment. Et vous pensez je vous ai entendu dire qu'on était dans un nouveau monde. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir basculer dans un monde où ce ne serait plus l'économie qui serait prédominante, mais autre chose ? Je pense que ces choses, quand on raisonne dans le temps long, qu'il faut prendre en compte quand on parle d'histoire, sont par définition mouvantes. Nous sommes dans un moment économique depuis une cinquantaine d'années, en fait, à peu près. Mais il y aura autre chose derrière, c'est évident. Ou alors l'humanité a changé, ça ne lui ressemble pas. Elle est très constante, en fait. Mais vous pensez que ce serait quoi, cette nouvelle économie ? Je crois que, justement, vous savez, il y a, comment dire, c'est banal aussi, il y a les moments d'accumulation de richesse et les moments d'utilisation de la richesse, même en se situant dans un cadre très économiciste. Nous sommes dans un moment de frénésie, d'accumulation de biens dans tous les sens, dont on mesure, par la question écologique notamment, qu'elle laisse de côté la question de ce qu'on en fait. Parce que ce n'est pas le tout d'être riche, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la richesse dont on dispose. Et je crois que de manière assez naturelle, en fait, on le voit déjà autour des modes de vie, où les gens cherchent autre chose que simplement plus de biens à consommer, de services à utiliser, etc. La question du sens de ce qu'est la bonne vie dans une société humaine, plus humaine, parce qu'on sait qu'il y a une inhumanité des chiffres, il y a une inhumanité de la technique, mais en même temps, la technique sert l'humanité et l'argent, il vaut mieux en avoir que pas. Donc,
Je crois que la question qui se dessine, dont au travers de l'écologie, mais ça va bien au-delà, c'est la question d'une humanisation, d'une réhumanisation de la société une fois sortie de la misère. Alors, la question se pose différemment, évidemment, à l'échelle globale et à l'échelle de nos pays très privilégiés en termes de richesse. Bon, on voit que nous avons les moyens d'échapper à ce qu'a été quand même la contrainte de la rareté. Mais une fois qu'on l'a dépassée, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que cette question-là va devenir la question principale. Elle se pose déjà, mais pour le moment à l'échelle des individus. Ce sont des personnes qui font des choix de vie, comme on dit, qui se posent cette question. Mais ils sont l'avant-garde. C'est plutôt là que ça se passe que dans le collectif, comme en 68. C'est à un niveau très individuel. Mais à un moment donné, on peut être sûr que ça deviendra collectif. Et il sera quand ce moment? Vous pensez qu'il y a besoin d'un élément déclencheur? Quand est-ce qu'on va... Comment la transition va se passer selon vous? Je ne suis pas prophète. C'est le genre de question auquel s'aventurer à répondre ne peut que vous exposer à être ridicule dans quelque temps. Il y a deux sortes de grandes évolutions dans l'histoire humaine. Il y a les évolutions brutales, révolution ou catastrophe. Une catastrophe écologique, après tout, c'est une chose qui commence à hanter les esprits. On peut bien imaginer qu'elle pourrait survenir, et là, autre chose s'installe. Mais il y a aussi les évolutions insensibles. Il y a des choses qui se font très doucement, on ne les voit pas, puis un jour, on s'aperçoit qu'on est passé dans autre chose. Les deux sont possibles. Si tout va bien, je crois qu'on est clairement dans un schéma de basculement très progressif à partir des individus qui ont envie d'autre chose que ce qu'il leur est proposé par le modèle dominant dans la société. Mais les catastrophes, les ruptures, ça existe aussi, et celles-là, personne ne peut les prédire. Et nous sommes d'ailleurs en Sciences Po, on parlait de mai 68, de mouvement étudiant. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui aux étudiants de Sciences Po que vous allez rencontrer à Reims? Le goût de la réflexion, tout simplement. C'est un peu ça d'ailleurs qui était... C'est un des aspects de mai 68 qu'on a laissé souvent de côté. C'est qu'il y avait une vieille université très routinière et très ennuyeuse, il faut bien le dire. Et en partie, ce mouvement est né dans l'université autour de cette question. On avait envie d'entendre parler d'autre chose et d'entendre parler de la vraie vie, des vrais problèmes qui se posaient, dont on n'avait pas toujours vraiment l'agenda dans les cours qu'on subissait. Il y a eu cette demande-là, c'est ce que dans ma vie d'enseignant par la suite, j'ai essayé de transmettre, et je crois que c'est le moment de se poser beaucoup de questions. C'est le sens de ces questions. Je n'ai pas les réponses, mais je pense qu'on peut transmettre le goût des questions. Et d'ailleurs, on a fêté plutôt le bicentenaire de la naissance de Marx, et vous vous dites héritier de Marx. Quelle théorie subsiste encore aujourd'hui de Marx? Rien, sauf la question. Il s'est totalement trompé sur les réponses, je crois qu'on peut le dire, surtout dans le détail, mais ça n'est pas important. Il a donné un certain style de réflexion sur la société, sur l'histoire, qui est toujours vivant. C'est ça qui est consolant d'ailleurs, c'est qu'on peut se tromper dans les réponses qu'on donne, mais si on a le sens des bonnes questions à poser, c'est ce que vous aurez transmis d'efficace à la postérité. Et de ce côté-là, Marx reste un auteur incomparable, et je crois qu'on ne perd pas son temps à le lire, même si on est en complet désaccord avec toutes les thèses qu'il soutient. Et quelle question alors a-t-il posé et qui vous a vraiment le plus touché? Alors, il y a une question à laquelle on ne peut qu'être sensible toujours, parce que celle-là, elle est constante dans l'histoire européenne depuis très longtemps, c'est la question de la justice. Qu'est-ce qu'une société juste? Je crois qu'il ne donne pas la bonne réponse, mais c'est une question qui reste d'une actualité brûlante. Et en plus, aujourd'hui, cette question s'est élargie à celle de la planète. On ne peut plus raisonner dans notre coin, on ne va pas faire notre société juste à nous tout seuls, fermée sur elle-même, et puis les autres qui se débrouillent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on est obligé de vivre toujours avec cette question. Et puis, au-delà, il y a une idée que je trouve extraordinaire, c'est l'idée que l'humanité crée son propre monde
et peut maîtriser son destin. On n'est pas soumis à une espèce de fatalité qui fait qu'il y aura toujours la sagesse des nations avant lui qui disait ça sera toujours plus ou moins comme ça. Mais non, on y peut quelque chose. Simplement, il faut se poser les questions un cran plus loin que celles qui pouvaient se poser dans son temps, avec les limites de son temps. Et vous, quelle réponse vous apporteriez aujourd'hui ? Eh bien justement, je crois que c'est autour de la démocratie que pour lui n'était qu'une fiction bourgeoise, dans le langage bien désuet de l'époque. Personne ne sait plus ce que ça veut dire même qu'un bourgeois aujourd'hui, ou juste. Sinon, un bourgeois, c'est un style de vie. C'est pas pour lui, c'était pas ça. Mais je crois que du côté de la démocratie, bien comprise, on a des réponses à des questions qu'il se posait qui seront plus pertinentes que celles qu'il pouvait imaginer. Personnellement, je mettrais la démocratie à la place du communisme. Ce n'est pas forcément la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Justement, on peut imaginer une démocratie beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace, beaucoup plus capable de répondre aux problèmes vrais de l'humanité que celle qu'on a aujourd'hui, mais c'est de ce côté-là qu'on peut trouver des réponses à la hauteur du problème qu'il a posé. On ne fera pas le bonheur de l'humanité contre elle-même, mais avec elle. Ça change tout.